Et voilà, on est en direct. Ok, top. Du coup, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas commencé officiellement le webinaire. Mais la prochaine fois, Tom, tu n'hésites pas à nous couper, hein. Ah Le bah non, but, mais c'est ça me que… fait un petit Non, peu non, mais il n'y a pas de… Au contraire. il est très dur pour moi de te couper la parole. Non, non, au contraire, au contraire. Là, il fallait. Donc, on va reprendre, on va essayer de reprendre rapidement un petit peu le fil de notre discussion. C'est notre premier webinaire, donc j'imagine qu'il y aura des couacs, qu'il y aura quelques, en tout cas, quelques difficultés, mais on va les résoudre ensemble. On va repartir un petit peu depuis le départ. Donc, déjà, bonjour à tous. On est très content de vous retrouver. On est très content de discuter avec vous tout de suite, hein, en tout cas, lors de ce webinaire. Je vais commencer un petit peu par présenter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a deux intervenants. On a Thomas aujourd'hui qui est le fondateur de The Cré Company. The Cré Company, c'est une structure spécialisée dans l'accompagnement des ITE, PME, start-up, et tu es spécialisé dans l'accompagnement lors du financement, tant public que privé. Salut Exact. Tom, tu nous entends? Ouais, salut. Génial. Et on a Camille aussi, Camille Smadja, qui est spécialisée, qui est avocate spécialisée en droit social. Et tu interviens tant sur les relations individuelles que les relations collectives. Exactement. Bon, bah, génial. Donc, tout le monde est présent, tout le monde nous entend. On est assez nombreux. Donc, sur le principe, comment est-ce que ça va se passer? On a quasiment 200 participants qui sont attendus. On en a déjà quasiment une centaine de présents. Vous allez pouvoir poser des questions. Ces questions-là, vous avez en principe la possibilité de les écrire sur la droite de votre écran. Je crois qu'on vient de me dire qu'on t'entendait mal, Camille. Donc, tu essaieras de parler un petit peu plus fort. Merci beaucoup, monsieur, pour l'information. Donc, vous allez pouvoir passer et poser des questions en ligne. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à présenter un petit peu chacun nos sujets. Je vais poser un certain nombre de questions à Thomas sur les dispositifs existants. Je vais poser aussi des questions à Camille sur les différents dispositifs existants. Et ensuite, effectivement, on prendra vos questions et on tentera d'y répondre au fur et à mesure. Donc, on sait que la crise épidémique qui est liée au coronavirus aujourd'hui est en train d'engendrer une crise économique et sociale. Cette crise est relativement grave. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, il y a un plan de soutien économique et social qui a été mis en place. Donc, on avait commencé par publier un fameux guide des différentes mesures de soutien aux entreprises. On a reçu un certain nombre de questions. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ce webinaire et de pouvoir aujourd'hui en discuter ensemble. Donc, c'est vrai que il y a un certain nombre de dispositifs. Ces dispositifs sont nombreux, les textes foisonnent. On ne sait plus tout à fait où est-ce qu'on en est. Donc, c'est la raison pour laquelle on va discuter avec Thomas et avec Camille pour nous apporter des informations qui, j'espère, vous permettront de mieux comprendre la situation. Thomas, je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais et ce que The Cré Company fait pour les entrepreneurs et les start-upers. Ouais, je te remercie David pour cette intro. Donc The Cray Company, c'est un cabinet d'ingénierie financière et facilitateur d'accès au financement. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pour les startups, les TPE et les PME. On les aide à structurer leurs projets d'investissement. On les aide sur la partie amont, à la réflexion, savoir combien ça va coûter, qu'est-ce que ça engendre. On essaye de transmettre un petit peu de savoir de client en client en respectant bien évidemment la confidentialité des informations, mais les best practices, tout du moins, on essaye de les partager pour pouvoir créer, structurer des projets d'investissement qui vont fonctionner. Et ensuite, on identifie les leviers de financement pour ces projets et on aide les entreprises à les obtenir dans les meilleures conditions possibles. Voilà. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, si on essaye de revenir un petit peu sur les différents dispositifs, il y a une crise sanitaire sans précédent. Le gouvernement est actuellement en train d'agir pour préserver la continuité de ses activités économiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette mobilisation de l'État? Je crois qu'elle est à hauteur de 300 milliards d'euros pour garantir notamment les lignes de trésorerie bancaire dont les entreprises pourraient avoir besoin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qui les débloque? Est-ce que c'est pour toutes les structures? Je te laisse nous donner quelques éléments de réponse sur le sujet. Ouais, en effet, on est extrêmement chanceux en France pour avoir regardé un petit peu ce qui se passait chez nos pays voisins. L'État s'est mobilisé assez rapidement et a débloqué assez récemment. Alors, c'était dans les tuyaux depuis une dizaine de jours, mais disons que ça a pris forme il y a cette semaine d'un plan d'accompagnement de 300 milliards sous forme de garantie. Il faut savoir que la garantie, c'est aujourd'hui le levier le plus simple et le plus efficace pour accompagner l'économie, dans le sens où on fait tourner entre guillemets l'argent des banques
Et l'État se porte garant et donc ne doit décaisser de l'argent que dans le cas où il y a un défaut. Donc, si le risque passait à 10%, par exemple, et qu'on observait 10% de défaut, ces 300 milliards auraient un effet 10 fois plus important que les 300 qui pourraient être investis en cash. Donc ça, c'est déjà un sujet qui a été mis en place, dans plusieurs pays d'ailleurs, les Émirats arabes unis notamment, pour pouvoir booster l'économie. Et ce qui a été mis en place, c'est donc un plan d'aide qui permet assez rapidement à l'économie de se maintenir pendant cette phase de crise en ayant recours à leurs banques plus facilement historiques, de prêts qui vont être contre-garantis par l'État à hauteur de 90%, limitant donc le risque des banques prises pour accompagner les boîtes qui en ont besoin. Et cette garantie sera débloquée pour quel type d'entreprise? Est-ce que ce sera uniquement débloqué pour des entreprises particulières, par exemple pour des artisans, des commerçants, ou est-ce qu'il y a une forme juridique particulière, ou au contraire, est-ce que c'est ouvert à toute entreprise? Alors, il y a les entreprises qui ont pour objet la gestion de fonds ou la gestion de foncières qui ne seront pas touchées ou disons qui ne pourront pas bénéficier de cette aide-là, mais le message était clair. On accompagnera toute l'économie et le but, c'est qu'on ne se restreigne à aucune entreprise ou aucun secteur d'activité. Est-ce qu'il y a un plafond? Comment est-ce qu'on en bénéficie? Ou aujourd'hui, vraiment, c'est finalement quelque chose qui s'articulera assez facilement avec les relations qu'on a actuellement avec chacune de nos banques? Non, alors nous, notre clé d'entrée, quand on effectue des diagnostics avec nos clients sur l'impact Covid sur leur activité, on passe outre le plafond. Nous, ce qu'on essaie de vraiment diagnostiquer, c'est le besoin réel. Maintenant, il est vrai qu'il y a eu des plafonds et ces 300 milliards ont été cadrés. Ce plafond-là, il est connu, ça a été partagé. C'est à 25% donc, du chiffre d'affaires réalisé en 2019 ou dernier compte disponible, étant donné qu'on est quand même assez court en termes de disponibilité des liasses. Et on a aussi pour les entreprises qui sont récemment créées ou les entreprises innovantes la possibilité de caper ce prêt à hauteur de 24 fois la masse salariale mensuelle. D'accord, très bien. Et je prends quelques questions qui viennent comme ça et qui sont posées. Est-ce que tu sais, par exemple, en ce qui concerne cette garantie, les prêts, est-ce qu'elles ont aujourd'hui des délais? Enfin, les banques, pardon, est-ce qu'elles ont des délais pour libérer les fonds ou est-ce qu'aujourd'hui, finalement, compte tenu de la situation, on a du mal à avoir une visibilité? Non, c'est très difficile d'avoir de la visibilité. À titre d'information, pour avoir traité avec quasiment toutes les banques depuis une dizaine de jours, il y en a qui sont extrêmement bien prêtes. Il y en a qui ont déjà les process en cours, que ce soit au niveau des engagements ou au niveau du risque, tout est prêt. Donc, il n'y a plus qu'à réaliser avec nous donc, ce diagnostic impact Covid et l'envoyer avec les éléments administratifs et financiers. Il y a des banques qui sont encore, et on ne peut pas leur en vouloir, c'est très compliqué avec cette histoire de télétravail, qui sont pas prêtes et qui sont en train d'accumuler des demandes et des demandes de la part de leurs clients. Ils ne peuvent pas réagir. Et je vais te dire, si tu me laisses 30 secondes, le vrai problème, c'est que les banques aujourd'hui ont fermé leurs portes à de nouveaux prospects. Donc, ce qui est dit aujourd'hui sur la place, c'est que chaque entreprise doit traiter avec sa banque historique et certaines banques historiques sont pas encore prêtes, ce qui fait qu'il y a des boîtes qui sont beaucoup plus impactées et qui sont beaucoup plus dans le flou que d'autres aujourd'hui. D'accord. Alors déjà, beaucoup de questions posées. Je vais essayer d'en prendre au fur et à mesure parce que vu qu'on est très nombreux et qu'il y a énormément de questions posées, on va essayer d'en prendre quelques-unes. Si jamais on parvient pas à répondre à toutes les questions, on essaiera de regrouper les questions qui se ressemblent ou qui sont communes pour essayer de vous transmettre ensuite sur un format à voir. Je pense que ce sera un format écrit sur notre site ou sur les réseaux sociaux. On pourra transmettre les réponses. J'ai une question qui m'intéresse, c'est les banques en ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, elles peuvent participer à ces dispositifs ou elles sont totalement exclues? Non, j'ai eu cette conversation-là avec une personne assez haut placée chez BankPop, qui est quelqu'un avec qui on échange sur ces sujets-là régulièrement pour se communiquer de l'information. C'est un vrai problème. Les banques en ligne, aujourd'hui, ne peuvent pas répondre à cette directive gouvernementale. D'accord. Donc, BankPop essaye de mettre aujourd'hui en place, alors essaye, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se faire réellement, mais en tout cas, on peut tout à fait leur rendre leur honneur pour cette démarche-là, de fermer, donc comme toutes les autres banques, à des nouveaux prospects
l'apport du financement, parce que chacun aujourd'hui doit s'occuper de ses propres clients, mais va essayer d'ouvrir quand même son portefeuille à des banques, des boîtes qui sont chez des banques en ligne, comme Conto par exemple, où ils n'ont absolument aucune solution, quoi. D'accord. Donc, sur ces banques en ligne, ces néobanques qui ne sont pas encore considérées comme des établissements de crédit, elles n'ont pas encore pour le moment la possibilité d'octroyer. D'accord. Donc, ça c'est une question qui est revenue assez souvent. Il y a d'autres questions, notamment sur les conditions. Quelles sont ces banques qui sont prêtes? Comment est-ce qu'on présente un dossier? Ça, on va y revenir rapidement. Là, on va juste passer sur un sujet qui nous intéresse aussi. C'est notamment sur le financement de ces startups, parce qu'on sait très bien que les startups sont très fragiles en raison d'un modèle de développement qui est fondé essentiellement sur l'investissement conséquent et aussi l'atteinte d'une rentabilité, mais après plusieurs années. Donc finalement, aujourd'hui, le financement des startups qui était essentiellement assuré par des investisseurs en capital risque, des business angels et des fonds d'investissement se retrouve particulièrement à risque en cette période. Il nécessite un dispositif de soutien particulier qui vient en complément et en accompagnement de ce soutien d'investisseurs privés. Tom, on l'a vu hier que le secrétariat d'État chargé au numérique, je crois qu'il y avait aussi le secrétariat d'État pour l'investissement à la BPI, se sont unis et ont uni leurs efforts pour essayer de soutenir spécifiquement les startups françaises. Est-ce que tu peux nous parler déjà peut-être, peux-tu nous parler de ces aides-là qui sont spécifiques? Alors, je vois qu'il y a un message d'erreur, il y a un certain nombre qui ne parviennent pas à rejoindre le webinaire. Je vais essayer de régler le sujet, mais j'aimerais que tu nous parles un petit peu aujourd'hui justement de ce financement particulier qui est dédié aux startups. S'il te plaît, on t'écoute. Ouais, donc en effet, suite à la circulaire concernant les 300 milliards qui venaient pour aider les économies, disons, un petit peu traditionnelles, poser en fait la question de nos startups. Pendant longtemps, on apprenait la France comme une capitale de la startup et du numérique. Quid de son aide en cas de crise? Aujourd'hui, on a quelques boîtes dans notre portefeuille qu'on accompagne à créer un bridge entre leur levée de fonds qui aurait dû avoir lieu pendant cette période de confinement. Et évidemment, tu le sais autant que moi, les fonds aujourd'hui sont quasi tous à l'arrêt. Donc, il y a eu une réflexion qui s'est posée au niveau du gouvernement et on est sorti 3 choses. Un fonds qui permettrait de supporter les entreprises type start-up en croissance, entre aujourd'hui et le moment espéré auquel ils vont pouvoir clore leur levée de fonds qui était déjà bien engagée. Ok, c'est le fameux bridge, c'est ça? C'est ce fameux bridge-là. Maintenant, il faut savoir que ce bridge-là existait déjà avant auprès de BPI France sous forme de son prêt d'amorçage. Donc, c'était une avance remboursable qui permettait d'être décaissée en amont d'une levée de fonds au moment où des premières lettres d'intention venaient à s'enregistrer côté entreprise. Et c'est ce dispositif-là qu'ils vont mettre en avant. On y reviendra peut-être, mais il y a des prêts BPI type prêt à tout ou les prêts rebonds de la région qui ont été mis en place pour combattre la crise sont pas des remakes, mais quasiment de dispositifs qui existent déjà. La garantie, par exemple, les 300 milliards, c'est le métier historique de BPI France. D'accord. Ok. C'est un remake, mais tout à fait bien mis en place d'ailleurs, pour justement sauver les entreprises et les startups qui vont être en situation de décalage de levée de fonds. Attention cependant, ça on en avait d'ailleurs parlé et j'en parle avec mes boîtes, le problème de ce bridge-là, c'est qu'il fait 80 millions. Et tu sais aussi bien que moi que les 80 millions, c'est 2 mois de levée de fonds ou 1 mois de levée de fonds sur notre scène startup aujourd'hui. Donc j'ai peur qu'il soit un peu court. Donc, les deuxième et troisième points qui ont été mis en place pour essayer de compléter un petit peu ce dispositif-là, c'est déjà d'accélérer les décaissements des subventions ou des dispositifs d'aide que les entreprises auraient pu obtenir préalablement en cette période de crise. Tu nous donnes quelques exemples. C'est quoi? C'est par exemple tout ce qui est remboursement accéléré des crédits d'impôt recherche. Alors ça, c'est le troisième point. En effet, les crédits d'impôt innovation, les crédits d'impôt recherche vont être accélérés parce que si certains de nos auditeurs font du crédit d'impôt innovation et du crédit d'impôt recherche, ils doivent très bien comprendre de quoi on parle. Mais tu as aussi des dispositifs de financement type subvention publique qui sont distribués soit par les régions, soit par BPI ou l'ADEME d'ailleurs pour tout ce qui est écologie et territoire, qui sont décaissés en plusieurs fois sur présentation de facture et qui vont demain, même aujourd'hui, être décaissés peut-être un petit peu plus rapidement. Donc, j'appelle déjà tout le monde
à voir si dans votre portefeuille d'aide déclenchée, il n'y aurait pas des reliquats d'aide, de subventions qui pourraient être déclenchés déjà assez rapidement. Et le troisième point, tu en as parlé, c'est l'accélération du remboursement du crédit d'impôt recherche et innovation. Et ça aujourd'hui, effectivement, aussi, je crois qu'il y avait le crédit de TVA qu'on va pouvoir récupérer un peu plus rapidement. Maintenant, il y a plusieurs questions qui reviennent, Tom, notamment sur les conditions. Ouais. Sur les conditions, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on prépare et on monte un dossier. Alors moi, il y a pas mal de questions qui sont notamment parues. Est-ce que si j'ai des fonds propres négatifs, je peux quand même aujourd'hui, pourquoi pas tenter d'obtenir ces aides? Explique-nous un petit peu comment déjà on prépare à monter un dossier d'aide en urgence. Parce que si j'ai bien compris ton point, même s'il y a des aides qui sont débloquées, tu as quand même un certain nombre, il y a des montants d'aides qui paraissent importants, mais qui sont pas aujourd'hui suffisants pour aider l'ensemble des structures et des startups françaises. Donc, j'imagine que c'est le premier qui pourra obtenir aujourd'hui ces aides-là, ou est-ce qu'il y a quand même un travail préparatoire du dossier important et cas échéant, comment est-ce qu'on prépare son dossier? Écoute, mathématiquement parlant, déjà, quand tu facilites l'accès à une aide ou quand tu facilites l'accès à un dispositif, tu as tout le monde qui va se mettre dedans. Et pour ça, la barre de sélection, parce que finalement, le dispositif est limité à 300 milliards, hein, ça paraît beaucoup, mais ça représente rien comparé au tissu économique en termes de volume. Tu vas avoir une barre de sélection qui va se rehausser naturellement. Donc, de dire que c'est simple et que c'est accessible à tout le monde, c'est pas vrai. Donc, nous, ce qu'on a fait chez nous, on a fait un comité strat, c'est une dizaine de jours, où on a mis en place un document très simple d'utilisation qui permet, dans un tout premier temps, de calculer l'impact du Covid sur ton activité. Donc, tu as un plan de trésorerie sur 12 mois où on va compresser les charges au maximum en fonction des directives que d'ailleurs Camille va aborder tout à l'heure. Et on va essayer de calculer l'impact en termes de revenus pour pouvoir calculer un déficit en termes de trésorerie sur les 12 prochains mois. Ça, c'est le premier sujet. Nous, ce déficit, on l'augmente de 30%, parce que c'est impondérable, notamment en ces périodes de crise. Et on va donc avoir un résultat final qui va nous permettre de savoir quels besoins réels on a, plutôt que de se baser tout simplement sur le maximum qu'on pourrait éventuellement avoir. Ça, c'est le premier truc, histoire de désengorger déjà les tuyaux de financement et d'avoir des montants qui soient justes et qui nous permettent à tous d'être citoyens et de demander pile ce dont on a besoin et pas plus. Dans un deuxième temps, on calcule on va prévoir avec nos clients une CAF, donc une capacité d'autofinancement, qui est en réalité les dotations aux amortissements et le résultat net sur les 3 prochaines années, parce qu'il va être nécessaire de rembourser ces dispositifs. Et dans beaucoup de cas, on nous demande d'aller les aider à aller chercher, entre guillemets, 200, 300 000 euros, alors que la boîte ne sera pas en mesure de rembourser ces dispositifs-là sur 3, 4 ou 5 ans après 2020. Voilà. Oui. Autre sujet, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on va aller voir ces guichets de financement. Ouais. Ils sont regardants quand tu étudies et quand tu fais ta demande. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont être extrêmement regardants compte tenu du nombre de demandes possibles? Et quels sont les points de vigilance que l'on doit avoir si une structure cherche ces financements? Extrêmement regardants, plus encore que sur des dispositifs de subvention beaucoup plus techniques, où il va y avoir moins de répondants. Donc, il ne faut pas confondre justement accessibilité, parce qu'en effet, c'est très simple de les déclencher, mais ça reste une analyse de crédit classique, mais ça demande un exercice quand même assez poussé de calcul de besoins et de calcul de possibilités de remboursement à terme. C'est ce qu'on reprend, nous, dans notre document qu'on a développé il y a une dizaine de jours. Maintenant, il y a des fondamentaux sur lesquels on va se baser quand on fait une analyse de crédit pour savoir si oui ou non on peut t'accorder. On parle de la crédibilité du besoin. Si tu fais 100 000 de chiffre d'affaires, il est impossible de demander 500 000 euros, par exemple. Mais aussi la crédibilité de ton prévisionnel, parce qu'il va falloir encore une fois les rembourser, même si c'est une aide gouvernementale, ça change pas. Et il y a une logique de fonds propres. Malheureusement, aujourd'hui, les fonds propres restent quand même liminaires dans le calcul du montant global auquel une entreprise peut avoir droit. Voilà. Très bien. Et on m'a posé une question, notamment sur la capacité des auto-entrepreneurs à pouvoir aujourd'hui bénéficier de certaines de ces aides d'État. Est-ce que tu as quelques éléments de réponse aussi sur ce sujet? Est-ce que tous les dispositifs que tu as cités sont ouverts à tous les entrepreneurs, auto-entreprises, entreprises individuelles, sociétés commerciales, ou est-ce que tu en as certaines qui sont restreintes? C'est très flou encore. Je vais te dire, c'est très flou. Depuis la dernière circulaire, ça change tous les jours.
Aujourd'hui, je pense que tout le monde doit faire cet exercice-là et finalement avoir bénéficié du bénéfice du doute au moment du décaissement et de l'étude de la demande. Mais ça reste très flou encore sur l'étendue. Aujourd'hui, le message est clair, c'est que tout le monde doit pouvoir être aidé. Maintenant, je pense malheureusement qu'il y aura moins d'aide, ou disons qu'on sera moins regardant sur des sujets d'entreprise individuelle parce que on traite de la masse, encore une fois. Voilà. Après, on a ce fameux fonds de solidarité, c'est ça, cette aide qui peut aller jusqu'à 1 500 euros et qui est pour le coup destiné pour les très petites entreprises, les indépendants, les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs et notamment dans les secteurs les plus touchés. Donc, Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, cette aide-là, il y a un certain nombre de conditions qui sont posées. Beaucoup. Et notamment, je crois comprendre qu'une des principales, enfin, il y a 2 conditions, c'est de subir déjà une fermeture. Ça, c'est une des premières conditions. Ou, le cas échéant, les 2 sont pas cumulatifs, ou celui qui, en tout cas, l'entreprise ou l'auto-entrepreneur qui connaît une perte de chiffre d'affaires de plus de 70%, c'est ça, au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. Exactement. Et donc, tu sais comment se passe l'instruction du dossier. Il me semble que cette instruction, justement, elle doit associer les services des régions et de l'État, mais tout se passe au niveau de la région. Oui, d'après les infos que j'ai, c'est sur le site de la DGFiP et ça sera à la fin du mois. D'accord. Cette aide. D'accord. Donc, c'est vrai. Et est-ce que justement aujourd'hui, et là, c'est une question qui vient d'être posée, ce fonds de solidarité, ce prêt-là, il est cumulable notamment avec d'autres prêts ou d'autres dispositifs qui existent, notamment les dispositifs de la BPI, du PIA, etc. Ben là, on reprend ta question de tout à l'heure. Hein. Ça reste assez flou sur la partie banque BPI. Je pense que ça sera à l'étude. C'est à voir avec sa banque historique. Okay. Le prêt garanti par l'État, le fameux PGE qui vient de sortir. Mais c'est 2 dispositifs séparés en tout cas, hein, qui se touchent pas. Il n'y a aucune surface qui se touche entre ces 2 dispositifs-là. Donc, c'est 2 sujets qui peuvent être déclenchés. En tout cas. Bon, très bien. Sur ce point, au moins, c'est effectivement assez clair. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres dispositifs qui existent, alors, qui sont très nombreux. On parle aujourd'hui de possibilités de reporter un dépôt de bilan. On en reviendra après. On a aussi des dispositifs de remise d'impôts directs. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, si une entreprise est confrontée à des difficultés de paiement qui sont liées à la situation actuelle, on peut solliciter auprès du comptable public un plan de règlement, soit afin d'étaler ou de reporter le paiement de la dette fiscale. Et vraiment, si ces difficultés-là, elles ne peuvent pas être résorbées, et c'est-à-dire qu'en présentant un plan, on n'a pas la possibilité de sortir de cette situation difficile, on peut demander une remise d'impôt. Et aujourd'hui, je crois que le bénéfice de ces mesures, c'est soumis à un examen qui est individualisé, et chaque demande sera étudiée en prenant compte de la situation et des difficultés financières de l'entreprise. Donc, c'est vrai que… Alors, est-ce que tu peux aussi nous parler rapidement, avant qu'on avance sur le sujet social, parce qu'on est effectivement assez en retard, on a beaucoup de questions qui sont posées, il y a beaucoup de monde qui pose des questions, et tant mieux. Mais j'essaie de prendre des questions au fil. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes, mais encore une fois, on va essayer de mutualiser les questions les plus posées pour derrière vous faire une réponse écrite. Est-ce que ces dispositifs-là, aujourd'hui, sont toujours… Enfin, il y a des dispositifs également… au niveau européen, à l'échelle européenne. Tu peux nous donner quelques éléments de contexte? Est-ce qu'il y a des nouveautés ou est-ce qu'on reste pour le moment sur les dispositifs européens classiques? Alors écoute, pour l'instant, non. Pas en termes de relance économique. Parce que sinon, encore une fois, nos malheureux confrères voisins auraient peut-être un petit peu plus de terme pour répondre à ce qui leur arrive également. Par contre, tu le mentionnes, on travaille actuellement sur des dossiers de subventions européennes pour des entreprises qui participent à l'arrêt, voire indirectement stopper la propagation du virus Covid. Il y a notamment l'EIC Accelerator du 18 mars qui a été orienté spécialement pour les entreprises qui auraient une solution pour combattre la propagation du Covid. Voilà. Donc ça reste technique, mais c'est pas des dispositifs européens qui ont pour but de freiner la crise sous sa forme économique. D'accord, très clair. Sur ces questions qui sont liées au financement, j'en ai encore plein d'autres qui sont arrivées. On va tenter d'y répondre à la fin. On va passer un petit peu au volet social. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la crise, elle va impacter au niveau économique, mais surtout au niveau social des entreprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous confinés, on le voit, on est tous chez soi. Il y a quand même certains qui travaillent, d'autres qui ont fermé administrativement leur structure. Et ceux qui travaillent aujourd'hui, comment est-ce qu'on organise le télétravail? Je vais parler un petit peu avec Camille qui est avocate en droit social et qui va répondre à toutes les questions que je vais lui poser, que vous allez lui poser également.
On va parler un petit peu du télétravail parce que c'est vrai que même moi, je suis un peu perdu. Je suis pas un spécialiste du droit du travail et je ne sais pas quelles sont les obligations, en tout cas des employeurs aujourd'hui. Bon, bonjour. Avant toute chose, oui, il faut se référer à l'arrêté du 15 mars qui distingue quelles entreprises doivent fermer et quelles entreprises peuvent rester ouvertes. Donc, basiquement, les entreprises qui doivent fermer, c'est celles qui ne sont pas indispensables à la vie de la nation. Et celles qui doivent rester ouvertes, c'est celles qui présentent un caractère indispensable, comme les commerces alimentaires, les pharmacies, les banques, les stations-service ou les magasins de distribution de la presse. Si vous devez fermer en totalité ou en partialité, vous avez plusieurs options. L'option qui est la plus facile pour ceux qui le peuvent, c'est demander à ses salariés de télétravailler. Une autre option, on en reviendra sûrement après, c'est le chômage partiel. Donc le télétravail, en quoi ça consiste ? Ça consiste à effectuer de chez soi, ou en tout cas d'un lieu qui n'est pas celui du lieu habituel du travail, d'effectuer les missions pour lesquelles nous sommes en principe embauchés. Donc, ça doit s'effectuer exactement dans les mêmes conditions. L'employeur doit mettre à la disposition de son salarié en télétravail tous les instruments qui lui permettent de télétravailler. Donc, un ordinateur, un téléphone portable, et il doit supporter les coûts de connexion Internet, les coûts d'appel téléphonique, et fournir le cas échéant un service d'appui technique quand vous avez des problèmes de connexion ou autre. D'accord, donc il doit véritablement respecter l'ensemble des règles aujourd'hui qui sont en vigueur en matière de temps de travail. Exactement. C'est là-dessus que j'allais venir. C'est-à-dire que si le salarié est employé aux 35 heures, il ne peut pas travailler plus. Donc, il faut que vous conveniez avec lui d'un temps de travail pour éviter des moments où vous pouvez vous appeler. Vous ne pouvez pas l'appeler à 20h ou à 7h du matin. Donc, voilà, il faut qu'il y ait un écrit, un échange où vous acquiescez qu'il va travailler de telle heure à telle heure, sachant que si il a ses horaires de travail, ce sera calqué, sauf si voilà, il y a des enfants ou autres et qu'il faut faire un aménagement. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de l'appeler n'importe quand. Et voilà, et essayer de faire des points réguliers pour pas qu'ils se sentent isolés. Et en ce qui concerne la rémunération ? Même rémunération que… La distinction entre télétravail et travail effectué dans les locaux, quoi. Exactement. Bon, très bien. Parle-nous un petit peu de tout ce qui concerne le chômage partiel, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur le sujet. Quid, quelles sont les conditions? Est-ce que tout le monde peut y accéder? Est-ce que certaines conditions, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que c'est complexe à mettre en œuvre? Si tu peux nous éclairer un peu sur le sujet, parce que je sais qu'encore une fois, on a entendu un petit peu tout sur le sujet et que c'est jamais véritablement très clair. Oui, alors le gouvernement a incité très largement les employeurs à recourir au chômage partiel. Alors, faut faire attention, le chômage partiel, c'est quoi? C'est la possibilité pour les entreprises qui doivent fermer, donc soit en vertu de l'arrêté du 15 mars, soit pour… Apparemment, on ne t'entend pas très bien, bouge pas. Est-ce que là, tu nous entends mieux? Essaye de parler un petit peu plus fort. Essaye de parler un peu plus fort. Est-ce que c'est mieux? Je vais poser la question, là, je ne t'entends pas. Tu nous entends? Alors, je pose la question, est-ce que c'est mieux? Là, je t'entends. Bon. Alors oui, je disais que le chômage partiel, le gouvernement a incité largement les entreprises à y avoir recours, mais il faut quand même faire attention, le chômage partiel n'est pas de droit. Vous avez le droit de recourir au chômage partiel lorsque votre entreprise a fermé partiellement ou totalement, ou que la réduction de l'horaire pratiqué dans l'établissement est en deçà de la durée légale du travail, donc en dessous des 35 heures. Là, en l'occurrence, avec les incitations à rester, enfin plus que les incitations à rester chez soi, le confinement, beaucoup d'entreprises ont fait des demandes de travail partiel. Alors, comment ça fonctionne au niveau d'indemnisation? Le salarié, vous faites la déclaration en fin de mois pour le payer, vous le payez à 80%. Alors, attendez, Camille, essaye de parler un petit peu moins vite, parce que je crois qu'il y a quelques problèmes de connexion. Tu vas juste reprendre ce que tu dis et on va voir si tout le monde t'entend. Moi, je suis en train de reprendre un petit peu les questions. On t'écoute. Donc, je parlais de l'indemnité. Donc, l'employeur va payer à son salarié 84% de sa rémunération brute. D'accord.
Donc voilà, et après, l'État et l'UNEDIC va rembourser. Alors, en principe, qu'est-ce qui se passait? C'était une indemnité forfaitaire. Donc, pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'était 7,74 €. Le gouvernement est revenu dessus et a indiqué que l'allocation qu'allait recevoir l'employeur était proportionnelle. D'accord. Vous allez être de l'ordre de 100% du chômage partiel et pas de la rémunération. Donc là, il faut bien faire attention. C'est-à-dire que vous allez payer 84% du salaire net et l'État va vous rembourser 84% du salaire net dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Donc, Ok. vos salaires sont… Ouais, vous m'entendez Non, pas? je t'arrêterai de temps en temps quand il y a des petites questions qui sont intéressantes. Comme Ouais. ça permet d'interagir un petit peu. Je te laisse terminer ce que tu avais à dire si tu avais quelque chose à rajouter. Et Non, après, je vois une question. Quels sont les contrôles si le salarié en vrai travaille? Alors là, il y a des problèmes. Quand vous faites votre déclaration, et je voulais en revenir dessus un peu plus tard dans la procédure, il faut bien indiquer les heures, les heures travaillées et les heures chômées. Vous ne pouvez pas obtenir des allocations sur des heures qui sont en réalité travaillées. Il y a un risque au niveau du droit du travail, mais également un risque pénal. Vous devriez, s'il y a d'abus, vous serez obligé de rembourser les allocations que vous avez reçues, mais vous serez aussi convoqué devant le tribunal correctionnel pour fausse déclaration. Et là, vous encourez 30 000 € et 2 ans d'emprisonnement. Alors, j'ai une question en ce qui concerne les 84%. On me pose la question de savoir si on parle de brut ou est-ce qu'on parle de net. C'est 84% du net et ça correspond à 70% du brut. Ok, très bien. Et donc, du coup, je reprends une autre question qui était plutôt intéressante. Quelle est la situation concernant les entreprises du BTP? Le chômage partiel est-il requis alors que quand le télétravail est impossible? Les différentes informations dans la presse sont assez confuses. Oui, alors tant que vous pouvez, quand vous pouvez plus travailler, en fait, si vous ne pouvez pas assurer la sécurité de vos salariés en exercice, les préconisations, c'est d'avoir recours au chômage partiel. Vous faites une demande, donc là c'est la procédure, c'est sur activitépartielle.gouv.fr. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de consulter votre CSE. Si vous avez plus de 10 salariés dans l'entreprise, le comité sera consulté, mais a posteriori, vous avez 30 jours pour faire une demande et l'administration vous donnera une réponse dans les 2 jours. Si elle ne vous fait pas de réponse explicite dans les 2 jours, c'est qu'elle accepte votre demande. Je prends une autre question, même si certaines se recoupent, mais vu que c'est des questions qui sont très pratiques et pour éviter d'être sur trop de théorie, c'est très bien de répondre précisément à ces questions. Première question, si j'ai bien compris, un employé au chômage partiel peut malgré tout travailler, mais quelle est la limite et comment la déclarer légalement? Uniquement au niveau de nos déclarations sociales, point d'interrogation. Est-ce que tu peux nous donner aussi quelques éléments de réponse? Quand vous vous connectez sur le site Internet d'activité partielle, vous devez déclarer le nombre d'heures chômées et le nombre d'heures travaillées. D'accord. C'est prévisionnel et au moment où vous payez les salaires, vous indiquez le nombre d'heures réellement travaillées. C'est-à-dire que si vous avez un salarié qui est aux 35 heures, si vous considérez qu'il y a 5 heures par semaine où il va travailler, il peut travailler 5 heures par semaine en télétravaillant ou voilà, je sais pas ce qu'il peut faire, ça dépend des domaines d'activité, mais par exemple, moi j'ai un client qui a des hôtels, les directeurs généraux qui ont des contrats de travail, on les a mis au chômage partiel. Il y a 5 heures par semaine où ils vont quand même parler avec les prestataires, etc. Mais sinon, ils sont au chômage partiel pour le reste du temps. Alors, les heures travaillées sont payées normalement, les heures chômées sont indemnisées comme ce que j'ai indiqué. Bon, très bien. Pour finir un petit peu sur ce sujet-là, on est d'accord, perte de revenus pour le salarié en cas de chômage partiel, ça c'est une des questions qui revient assez souvent. Oui. Il n'y a pas de sujet là-dessus. 5 fois le SMIC, pas de perte pour l'employeur. Les mesures sont venues soutenir en fait l'employeur. D'accord, très bien. En ce qui concerne, alors, bon, ça revient assez souvent, peut-on télétravailler en chômage partiel? En principe, non. Très bien. Alors, autre question, et puis après, on va avancer un petit peu sur les autres sujets, mais on reviendra. D'accord. Est-ce que les sociétés étrangères ont aussi le droit au chômage partiel?
Alors ça dépend si le salarié a un contrat de travail français. D'accord. J'ai une consoeur qui nous pose une question très intéressante. On va voir si on peut y répondre ou pas. Est-ce que le décret pour le chômage partiel indemnisé par l'État à 4,5 fois le SMIC est-il passé? Alors on a les ordonnances qui ont été signées ce matin là. Ouais, très bien. Bon, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur le chômage partiel. On va essayer d'avancer un tout petit peu, notamment sur les autres, en tout cas l'autre gros sujet qu'on a sur notamment les congés payés RTT. Et puis ensuite, on fera un petit point réponse spécifique sur le chômage partiel parce qu'il y a pas mal de réponses, enfin pas mal de questions sur le sujet. Est-ce que ça te convient, Camille, qu'on fonctionne comme ça? Parfait. Bon, alors, explique-nous un petit peu, parce qu'on a beaucoup entendu de choses, en tout cas au sujet des congés payés, des RTT. On voit que l'employeur, aujourd'hui, en tout cas, on a l'impression qu'il peut imposer à ses salariés de poser leurs congés payés. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de cette situation particulière, est-ce que c'est possible et dans quelles conditions? Alors oui, alors effectivement, là, ce matin, les ordonnances ont été publiées. Dans ce contexte particulier, oui, l'employeur peut imposer à son salarié de poser des congés payés dans la limite de 6 jours. Il respecte un délai de prévenance d'1 jour franc minimum et qui ait été autorisé par un accord d'entreprise ou un accord de branche. À défaut, les textes ne disent rien. Je pense qu'il faut une consultation des salariés, quand même, un accord entre les deux. D'accord. Alors après, pour les congés payés, il y a aussi pour les RTT, il y a une interrogation parce que c'est sûr que si on impose des congés payés, l'employeur doit les rémunérer à 100%. Donc d'un point de vue économique, c'est moins intéressant que s'il les met au chômage partiel. En revanche, d'un point de vue pratique, ça peut être intéressant puisque une fois qu'on sortira du confinement, je pense que tout le monde voudra sortir. C'est-à-dire que pour les entreprises qui ont des restaurants, je pense qu'ils voudront que leurs salariés travaillent et ne posent pas leur RTT ou leur congé payé au moment de la reprise. Et en fait, en leur demandant de poser leur congé payé ou leur RTT pendant les périodes de confinement, ça leur évite de devoir les payer a posteriori. Sachant que pour les RTT, soit c'est des RTT à l'initiative de l'employeur et là, il peut demander il peut les poser, soit c'est des RTT posés par les salariés. Et là, pareil, l'ordonnance qui a été publiée ce matin indique que l'employeur peut les imposer, mais dans une limite de 10 jours. D'accord. Bon, bah, écoute, sur ce sujet, c'est très clair. Je te propose qu'on reprenne quelques questions parce que il y a beaucoup de questions qui sont posées, beaucoup de questions pour toi, Camille. Je vais prendre une première question. Est-ce que le chômage partiel est possible pour les médecins salariés? Entre parenthèses, forfait jour. Est-ce que oui ou non, ou est-ce que c'est des sujets sur lesquels on n'a pas encore toutes les réponses? Forfait jour, oui. Forfait jour, oui, il n'y a pas de problème. Après, pour les médecins, la question se pose de savoir si oui ou non ils peuvent travailler. Parce que s'ils doivent travailler, ils ne peuvent pas être mis en congé partiel, en chômage partiel, pardon. D'accord. Autre question, un peu plus technique. Mais... Pardon, juste, j'insiste sur un point, parce qu'on parle des médecins. Quand on fait une demande de mise en chômage partiel, il faut vraiment motiver sa demande. Parce que si vous ne motivez pas en expliquant qu'il y a une baisse d'activité qui est importante, que c'est l'arrêté qui vous demande de fermer, etc., vous allez faire face à un refus. Et alors là, ça va être compliqué d'attaquer le refus compte tenu de la situation. Donc vraiment, un conseil, quand vous vous connectez et que vous faites votre demande, justifiez le plus possible votre demande. D'accord. Je prends une autre question, plutôt sur chômage partiel. Quid des refus de chômage partiel non accordés? Est-ce qu'on a un recours? Ben justement, oui, on a un recours parce que c'est une décision administrative qui fait grief. En revanche, pour saisir le tribunal, ça sera compliqué en ce moment. Vous pouvez refaire une demande. D'accord. Donc, dans l'urgence, ce serait de refaire une demande tout de suite et voir si on peut obtenir effectivement un nouvel accord. Ouais. Ce sera d'aller saisir les juridictions, mais avec aujourd'hui les difficultés qu'on connaît, qui sont notamment liées parce qu'on n'a pas encore
le gouvernement il incite à recourir au chômage partiel pour pas qu'il y ait de licenciements, mais pour l'instant, il les a pas interdits. Donc, dans le pire des cas, vous pourrez toujours licencier pour motif économique. J'ai une autre question toujours sur le chômage partiel parce qu'on en a beaucoup. On va essayer de les reprendre au maximum. On voulait essayer de pas dépasser 1 heure pour pas que ce soit trop long. On est déjà plutôt à une quarantaine de minutes. On va continuer un peu sur ce sujet. Après, on va aller, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les questions les plus posées et répondre à celles-ci. Est-ce qu'on peut attribuer ou est-ce qu'on doit attribuer des tickets restaurants dans le cadre d'un chômage partiel ou est-ce que c'est hors sujet? Alors ça, je me suis pas renseignée sur la question, mais je peux regarder et vous répondre après par écrit. Ça fait partie des quelques questions. Alors, toujours chômage partiel et télétravail. Ça, on avait déjà vu que c'était complètement, parce que ça revient très. Chômage partiel, on ne travaille pas pour les heures chômées. En revanche, s'il y a des heures qui sont travaillées et déclarées comme telles, on peut télétravailler pendant ces heures-là. Mais quand c'est des heures chômées pour lesquelles on reçoit une indemnité de l'État et de l'UNEDIC, on ne télétravaille pas. Sinon, le risque, c'est l'abus. Non, mais sur ce sujet-là, c'est très clair. Est-ce qu'on a regardé ou est-ce qu'on a vu un petit peu en matière de droit du travail toutes les principales mesures ou est-ce qu'il y en a d'autres, Camille, sur lesquelles il est nécessaire peut-être de s'arrêter? Non, je sais que j'ai des clients qui ont des stagiaires. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. C'est poser la question de savoir ce qu'il fallait faire. Soit ils télétravaillent, si c'est possible, soit vous suspendez leur contrat. Et c'est la suspension du contrat de travail. Donc, si vous leur demandez si vous leur proposez de suspendre le contrat de travail pendant la période de confinement, vous pouvez dire qu'on continue le contrat de stage à la fin du confinement, de la durée du confinement. En principe, ils refuseront parce qu'ils sont d'une école et que le stage est encadré. Mais vous, ça vous permet de ne pas payer pendant la période de confinement. Alors, on t'a pas entendu là. Est-ce que tu peux nous répéter ce que tu viens de dire? Alors, dans ce cas, ils télétravaillent, mais là encore, il faut que vous puissiez leur mettre à disposition un ordinateur, un téléphone, etc. S'ils ne peuvent pas télétravailler, nous, ce qu'on a recommandé à nos clients, c'est de suspendre le contrat. Ouais. On leur dit que voilà, pendant la durée du confinement, on suspend le contrat de stage et on le prolonge à la fin du confinement de la durée de la suspension. Sachant que, en principe, ils ne reprendront pas le contrat parce que c'est dans le cadre d'une école et qu'il y a un délai de stage. Mais vous, ça vous permet de payer pendant la période du confinement. D'accord. Alors, c'est clair. Il y a eu un petit passage où je ne t'ai pas entendu. Je pense que la connexion n'est pas la meilleure. Après, confinement fait que chacun peut avoir à cause de tout le monde force sur les réseaux en ce moment. On peut comprendre qu'il y a quelques difficultés liées au réseau, mais on fait avec. C'est le principe du webinar et notamment des premiers webinars. On essaiera de trouver une connexion un peu plus strong la prochaine. Donc, du coup, pour les stagiaires, est-ce qu'on peut faire une rupture de convention de stage? On m'a posé la question et je t'avoue que j'ai pas entendu ce que tu avais dit précédemment. Non, j'ai dit télétravail ou sinon, vous demandez de suspendre pendant la période du confinement et vous reprenez de la durée du confinement à la fin du confinement. D'accord. Les écoles vous diront ben non, c'est pas possible parce que y a les examens ou il y a quelque chose. Mais vous, ça vous évite de payer pendant la période. D'accord, très clair. Ce sujet-là, donc sur les stagiaires, on a vu. Ticket restaurant, télétravail, tu avais répondu, Camille, sur ce sujet-là? Vous n'avez pas la réponse. Ouais, tu n'as pas la réponse. Mais en tout cas, si jamais voilà la question, parce qu'elle revient, ça fait 2 ou 3 fois qu'elle revient, tu feras un petit mémo sur le. Après, si c'est la suspension, et dans la mesure où ils n'ont pas besoin des tickets restaurants, je ne vois pas bien comment on pourrait leur donner, mais à vérifier. D'accord. Alors, question. Pendant la période de chômage partiel déclaré, les heures chômées sont-elles quelques heures par jour ou des jours entiers pendant la semaine? Assez technique. Est-ce que là… Non, mais soit l'un, soit l'autre. D'accord. Il y a des quotas, jour ou par semaine ou comment ça fonctionne? Non, ça peut être si c'est par exemple des cadres forfait jour, ça marche par demi-journée. En revanche, si c'est un 35 heures classique, ça dépend. D'accord. Autre question. En fait, il y a toutes les possibilités. Il y a certaines entreprises qui travaillent. Moi, j'ai un client qui est réparateur automobile.
Ouais. Lui, il peut travailler jusqu'au mercredi ou au jeudi et après, il n'a plus assez de caisse. Parce D'accord. que ses fournisseurs ne l'approvisionnent pas. Donc, lui, il fait du chômage partiel, mais par semaine, en fait. Il fait 4 Et jours travaillés, un jour chômage. j'ai quelques questions aussi qui reviennent sur le financement, Thomas, je te les poserai après, mais j'ai encore eu peut-être 5 ou 6 questions sur en droit social. Recrutement possible en télétravail pendant le confinement, question qui revient. Est-ce qu'on a la possibilité de recruter? Camille? Pardon. Pendant le télétravail, est-ce qu'on a la possibilité de le recruter pendant le Ouais. confinement? Oui. Alors, il y a même des entreprises qui ont fait des offres d'embauche avant et ils doivent embaucher pendant le confinement, quitte à les mettre automatiquement dans le télétravail, en chômage partiel ou en D'accord. télétravail. Et quid aujourd'hui des salariés qui sont en période d'essai? Alors, les salariés en période d'essai, vous les mettez au chômage, s'ils ne peuvent pas travailler, vous les mettez au chômage partiel et la durée de la période d'essai est prolongée de la durée du confinement. D'accord, bon, très clair. Après, vous pouvez rompre les périodes d'essai sans justification. Hein. Donc, après, ça dépend si vous voulez les garder, pas les garder, les tester un peu plus ou pas. Ok. Il ne faut pas, en revanche, que voilà, le coronavirus soit la cause de la rupture de la période d'essai. Il ne faut pas que le salarié puisse dire qu'en fait, c'est lié au coronavirus. D'accord. J'ai une question pour toi, Thomas, qui vient de nous être posée. Dis-moi. J'ai entendu parler d'une aide via une subvention régionale pour les entreprises qui étaient en plein développement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces subventions régionales qui existent? Est-ce que c'est simple ou compliqué d'aller les chercher? Et en plus, en cette période, est-ce qu'on a une chance de les obtenir? Alors, est-ce que tu parles de subventions régionales dans le cas de Covid ou est-ce que tu parles de subventions régionales en général? Alors, en général, oui, il y en a et ça dépend de quelle région d'ailleurs, pour avoir le nom de la subvention en face. Mais en réalité, il y a des aides qui sont liées au TPE et des aides qui sont liées au PME, qui sont en Ile-de-France en nom de TPE et PME, par exemple. Elles n'ont rien à voir avec le Covid, elles ont toujours été disponibles et examinées au fil de l'eau. Il y a eu pendant un moment, il y a une dizaine de jours, un sujet de la potentielle entrée de la région Île-de-France par son une avance remboursable, son prêt backup. Donc, il y a un prêt prévention qui est donné par la région dans le cadre d'entreprises en difficulté. Okay. Mais ça a été assez vite. Finalement, la région ne s'est pas forcément positionnée aujourd'hui pour combattre les effets Covid. C'est vraiment BPI et le PGE, prêt garanti par l'État, qui est donné par les banques, principalement historiques. Bon, mais très bien. Alors, j'ai eu des précisions. C'était plutôt effectivement en cas de Covid et notamment, ça concernait la région Bourgogne-Franche-Comté. Et c'était des aides, subventions pour les PME. Ouais, ben ça, je prendrai contact. Et puis ouais, parce que je pense qu'avec toutes les aides qui peuvent exister, ça doit foisonner, même au niveau de la région. On l'a vu en Ile-de-France, on l'a également vu, peut-être un pré-rebond, mais à vérifier. Je te laisserai vérifier ce point-là, Thomas. On a aussi d'autres questions que je regarde. C'est ça, c'est le pré-rebond. Hein. Ouais. C'est en effet ça, mais alors le pré-rebond a été effacé depuis une dizaine de jours au profit de BPI avec son prêt à tout et des banques avec le PGE. Voilà. D'accord. Bon, ça c'est très clair. J'ai d'autres questions qui reviennent en droit social. On a beaucoup de structures. Alors, peut-on choisir quels salariés seront au chômage partiel? Comment est-ce qu'on opère le choix entre les différents salariés? Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. C'est-à-dire que si vous mettez toute une catégorie de salariés au chômage partiel, vous ne pouvez pas dire c'est toute la catégorie sauf un parce que je l'aime bien. Ouais. C'est tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler qui vont être au chômage partiel. Sur ça, c'est extrêmement clair. Je regarde si j'ai d'autres sujets qui reviennent. Ça fait déjà quasiment presque 50 minutes qu'on est ensemble. On a essayé de voir un petit peu tous les points existants assez rapidement. Il y a énormément de textes. Il y a tous les jours, on a un certain nombre d'ordonnances. Ce matin, on a eu beaucoup d'ordonnances qui ont été publiées. J'ai une question. Si l'entreprise déclare certains salariés en chômage partiel, mais qu'elle souhaite maintenir les salaires à 100%, le 70% brut, elles peuvent, avec une prime, oui. Et est-ce qu'elle obtiendra l'indemnisation de l'État à 70% et le complément restera à sa charge ou pas? Le complément sera à sa charge. Elle n'aura pas l'indemnité de l'État sur l'ensemble de la rémunération. D'accord. J'ai une question pour toi, Thomas. Oui. Notamment sur les aides pré-BPI. Est-ce que c'est assujetti aux mêmes conditions que les banques
et notamment sur les questions de bilan, capitaux propres, bilan non négatif? Alors, il y a beaucoup de confusion sur le marché aujourd'hui. Il y a le prêt garanti par l'État qui est en réalité un prêt bancaire conditionné, structuré par l'État et garanti par l'État. Ouais. Là, donc, il y a juste les frais de garantie qui sont payés, plus le coût de l'argent pour les banques. Donc, ça reste flou. Aujourd'hui, les seules infos qu'on a, c'est ça. Donc, c'est à zéro marge théorique pour les banques. J'imagine qu'il y en aura quand même un petit peu. Par contre, pour le prêt BPI, aux dernières informations, il s'est un peu laissé effacer au profit de ce PGE qui a fait énormément de bruit cette semaine. Il y a la semaine passée, il était à 2%, avec 1 an de différé, enfin 6 à 12 mois de différé et 5 ans d'amortissement. Ouais, donc effectivement, c'est très clair. Alors que le prêt PGE donné par les banques garanties par l'État, il y a les 0,25% la première année, 0,50% la deuxième et 1% les années suivantes de frais à régler et le coût de l'argent à ajouter. On peut dire que c'est uniquement l'intérêt, c'est aujourd'hui quelque chose qui est mal compris. Très bien. Donc ça, j'ai une question aussi. Est-ce que l'attestation BPI suffit pour garantir que notre banque nous accordera le crédit? En effet, certaines banques peuvent-elles tarder à répondre? Ouais, alors il y a aussi une mauvaise compréhension à ce niveau-là, donc c'est bien de poser la question. Le préaccord doit venir de la banque avant d'aller déposer une demande d'attestation sur le site de BPI. Comme ça, c'est clair. Il faut qu'il y ait un préaccord, qu'ensuite on aille déposer les demandes sur le site de BPI et communiquer le numéro de cette attestation-là à la banque pour qu'elle puisse accorder le prêt. Et en général, les engagements et le risque sont passés avant d'avoir déclenché cette demande sur le site BPI pour éviter justement d'avoir ce problème. D'accord. J'ai une autre question qui est plutôt un point d'attention, notamment ce qui concerne le prêt BPI et les taux après les 12 premiers mois. Est-ce qu'ils sont fixés? Et a priori, non. Et tu peux nous parler un petit peu de cette situation? Je suis pas sûr d'avoir… Oui, c'est pour ça que je pensais que tu parlais de cette question tout à l'heure. Ouais. Le prêt BPI qui est un prêt atout. Okay. Je pense que là, la question porte sur le PGE, le prêt contre garantie BPI. Là, il y a un taux, c'est le coût de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un taux fixe, un taux de marché qui va être appliqué en plus, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, sur lequel on a très peu de communication, donc tout le monde pense que c'est gratuit, enfin. Voilà. Alors que non, et en effet, pour répondre à la question, on ne sait pas aujourd'hui le coût que ça aura. Maintenant, le coût de l'argent en Europe et de surcroît dans des conditions actuelles sera très très bas. Donc, pour sûr, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Très bien. Donc là, on a fait un petit sujet sur tout ce qui était effectivement financement externe et financement sans effet dilutif. Il y a une question qui est revenue notamment sur le financement effet dilutif. J'ai réalisé ma levée de fonds, mais avec effectivement, je suis actuellement en levée, mais avec les problématiques qui existent et là notamment l'arrêt un petit peu de tous les capital risqueurs. Comment est-ce que je peux essayer de pivoter très rapidement en 2 minutes? Il y a un certain nombre, alors quelques possibilités. On peut toujours essayer d'aller chercher des investisseurs historiques en attendant de passer et traverser ces périodes compliquées pour aller chercher pourquoi pas une avance en compte courant. Mais dans le cas d'une précédente levée de fonds qui a plus ou moins été réalisée partiellement, enfin en tout cas qui est en cours, certains fonds d'investissement se sont retirés, mais certains autres investisseurs qui étaient très peu nombreux voulaient quand même participer maintenant. On a pu finalement changer l'opération et faire une émission de bons de souscription d'actions R, accord rapide d'investissement, qui permettait tout de suite sur du financement privé d'aller débloquer de la trésorerie tout de suite. Et cette trésorerie, en tout cas en contrepartie de cet apport-là, on percevait aujourd'hui un bon de souscription qui permettait de rentrer au capital, mais de manière différée. Et de manière différée en ayant notamment une décote lors du prochain tour de financement. Donc, il y a quand même quelques éléments sur lesquels on peut essayer. Il y a des outils juridiques, il y a des dispositifs juridiques qu'on peut aussi utiliser pour sauver des financements privés à effet dilutif. Je repars sur 2-3 questions, notamment qui ont été posées sur les… Et je pense qu'on va arrêter encore, on prend 2-3 questions, comme ça on sera sur 1 heure. Et ensuite, je pense qu'on va peut-être répondre à toutes ces questions par écrit. En tout cas, on va les mutualiser. Quelle sera la durée d'amortissement d'un emprunt au-delà d'1 année? Je pense que tu as déjà répondu par écrit, c'est ça, Thomas? Oui, je me suis permis directement et d'utiliser ces fonctionnalités qui nous étaient offertes par Livestorm. Pas de placement de produit, évidemment. Oui, le prêt PGE, en réalité, est un prêt un petit peu bizarre dans sa confection. Ouais. Qui peut être remboursé en une fois dans 1 an.
ou si la situation de trésorerie ne le permet pas, et c'est d'ailleurs ce que en fait on conseille, enfin, très peu de cas où on peut rembourser dans un an, mais dans tous les cas, ce qu'on conseille, c'est de l'amortir. Et il peut être amorti à ce jour, hein, donc sur 5 ans maximum. Voilà. Ça sera peut-être amené à changer, mais en général, on calcule la capacité de remboursement lors de nos demandes sur 5 ans. Bon, très bien. Autre question pour Camille. OK. Proposition d'embauche signée avant le confinement pour démarrage du contrat d'ici quelques jours. La date d'embauche peut-elle être facilement reportée? Oui, si vous avez un accord avec le salarié, vous pouvez convenir de décaler, mais en principe, ça bloque côté salarié, donc il faut voir avec lui. Et si ça bloque côté salarié, pas de possibilité Il faut embaucher et mettre au chômage partiel ou en télétravail tout de suite. D'accord. Ok, très bien. Autre question. Pour le salarié en arrêt maladie, c'est toujours pour toi, Camille, tu l'auras constaté. Pour nos salariés en arrêt maladie, pour garde d'enfants, quid du plafond ou calcul du remboursement pour l'employeur par l'assurance maladie par rapport au… C'est l'assurance maladie qui va payer. D'accord. Bon, bah, ça fait un certain nombre de questions posées et de réponses apportées. On arrive quasiment à 1 heure. Je pense qu'on a fait un peu le tour des premières questions. Encore une fois, il y aura certainement d'autres sujets à étudier. On refera des webinaires. On essaiera de mieux maîtriser l'outil parce qu'on a fait un faux départ. On est parti sur, comment dirais-je, on est parti sur une discussion, mais on n'avait pas activé le webinaire au départ. Donc, c'est très bien. En tout cas, on va essayer de répondre. On a eu quasiment plus de 100 ou 120 questions qui ont été posées, beaucoup de questions. On a eu plus de 100 participants. Je crois qu'on a un autre problème, c'est qu'on a plafonné, je crois, le montant le nombre de participations. Je crois que ça a été plafonné, Thomas. On regardera ça après. C'est de ma faute, j'ai été cheap. Donc, du coup, on va essayer de déplafonner ça pour la prochaine fois. On va mutualiser un petit peu vos questions, les questions qui ont été les plus posées. On va tenter d'y répondre. Il y a d'autres mesures, d'autres dispositifs fiscaux, sociaux, économiques qui vont être mis en place. On va tenter peut-être de refaire un webinar en apprenant aujourd'hui des quelques faux pas qu'on a fait, hein, et puis ça nous permettra de pouvoir à nouveau le réaliser, discuter ensemble, répondre à vos questions et tenter de surmonter cette épreuve tous ensemble parce que voilà, on est tous combinés, on est chacun très seul, mais on n'a jamais été aussi nombreux parce qu'on a dépassé les plus de 100 entrepreneurs qui étaient à nos côtés. Donc, merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés et suivis. Désolée encore pour la connexion qui n'est pas la meilleure sur Terre, mais voilà. Bon, en tout cas, on va tenter de répondre aussi à chacun sur les questions et puis évidemment, vous n'hésitez pas à nous écrire. Le guide, il est toujours accessible sur nos sites, sur les réseaux sociaux. Vous m'envoyez un petit mail, vous nous envoyez un email, on vous le transmet. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, en tout cas, à les poser. Vous avez compris, on est confiné, donc s'il y a un moment où on peut répondre, c'est celui-ci. Voilà. Et sinon, vous savez où nous trouver. Donc, merci Thomas, vraiment pour. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à vous et bon courage. Allez, génial. Merci, à très vite. Passez une excellente journée. Et on prend les quelques adresses mail. Ça marche. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.